Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer que la transformation qui consiste à prendre une application linéaire dans une base et la transformer en une matrice, eh bien cette application est un isomorphisme. Ça veut dire que l'on peut partir d'une application linéaire pour obtenir une matrice, mais on peut aussi partir de la matrice pour retrouver l'application linéaire. Évidemment, cette démonstration est très technique, on va démontrer qu'on a un isomorphisme. Comme on est en dimension finie, c'est une démonstration qui est technique, mais qui va permettre... Mais vous aurez des démonstrations, des exercices difficiles comme ça dans les sujets pour le top 3 ou le top 5 pour les sujets de type HEC. On aborde dans cette propriété un isomorphisme qui est un des plus compliqués de l'année. Il reste très important en mathématiques puisqu'il permet de dire que chaque application linéaire peut être vue comme une matrice de NP, où N et P sont les dimensions alors de E et de F, P pour E et N pour F. Ça veut dire qu'on a un lien très fort et très clair entre une application linéaire et sa matrice, et qu'on va utiliser ce lien, alors avec des matrices 3-3 souvent, et souvent dans R3, donc dans des cas très simples, mais c'est une des propriétés les plus importantes d'algèbre linéaire en dimension finie. Ça reste aussi important de savoir la démontrer, puisqu'il faut savoir démontrer qu'on a des isomorphismes, parfois ils ne sont pas très simples dans les sujets de concours, et donc là c'est un entraînement sur un isomorphisme, un morphisme qui est une application linéaire qui est très abstraite, et donc c'est parti. Alors on a déjà montré que l'application est bien définie, elle va bien des applications linéaires de E dans F dans l'espace des matrices, avec la grande définition qu'on a donnée au début de ce cours. On doit montrer que c'est une application linéaire, puis que c'est un isomorphisme. Alors montrons d'abord que phi BC est une application linéaire. Je rappelle à toute fin utile que les abréviations ne sont pas admises au concours, bien entendu, même si je vais les utiliser pour éviter d'écrire trop sur l'ordinateur. Donc montrons que c'est une application linéaire, on va toujours faire la même étape, c'est-à-dire on va prendre deux éléments de l'espace de départ, donc ici les applications linéaires. Donc, alors c'est ça qui rend la chose un peu difficile, nous avons une application linéaire d'application linéaire. Donc on prend deux applications linéaires f et g quelconques, de E dans F, et on lui associe un lambda appartenant à R. Attention, une erreur qui est souvent commune, on a pris plusieurs éléments, donc on met ici ENT. Et on calcule phi de lambda f plus g. C'est-à-dire, ça va être la matrice, alors dans les bases B et C, de l'application lambda f plus g. Or, d'après la propriété précédente, la matrice de ces applications, ça va être lambda fois la matrice de f dans la base B et C, plus la matrice de G dans ces mêmes bases. C'est ce que nous dit la propriété précédente sur la linéarité de cette définition, c'est-à-dire c'est lambda phi de B et de C de f plus phi de G. Alors, c'est un petit peu facile, puisque finalement, on n'a pas démontré la propriété précédente, elle est très technique, et c'est dans la propriété précédente qu'on a tout ce qui se passe ici. Mais ça arrive dans les sujets de concours, qu'on ait des questions pour vous montrer les choses, et ensuite, pour vérifier que c'est une application linéaire, il faut utiliser les questions précédentes. Donc c'est exactement ce que je fais ici, en utilisant les questions précédentes, les propriétés précédentes, pour démontrer qu'on a bien une application linéaire. On utilise finalement que l'abstraction, que les définitions d'application linéaire, même si on n'a pas vérifié à la main ceci. Bon, ça va être autre chose pour l'isomorphisme, parce que là, on ne va pas pouvoir s'appuyer sur ce qui a été fait avant,
Et puis ça me permet au passage de vous rappeler qu'un isomorphisme, hein, il faut bien sûr montrer que c'est une application linéaire. Nous avons la première partie de la preuve. Montrons que maintenant phi de B et de C est un isomorphisme, donc c'est-à-dire une application linéaire bijective. Alors pour montrer que les applications linéaires sont bijectives, on a plusieurs possibilités. La première, c'est si les dimensions de f, les dimensions de l'espace de départ et de l'espace d'arrivée, donc ici les applications linéaires de E dans F et les matrices, sont les mêmes, alors on peut montrer juste que l'application est injective ou juste montrer qu'elle est surjective. Le problème ici, c'est que l'égalité des dimensions a lieu sur la deuxième partie, c'est-à-dire ça nous permet de trouver la dimension des applications linéaires de E dans F, qui vaut dimension de E fois dimension de F. Donc on ne peut pas l'utiliser, puisqu'on va utiliser le fait qu'il y a cet isomorphisme pour dire, ah bah du coup, comme il y a un isomorphisme, comme cette application est bijective, eh bien la dimension de MNP, c'est forcément la même que la dimension de L de E dans F. Donc ici, on ne peut pas montrer ceci. On va donc montrer que phi B et C est surjective, et montrer également qu'elle est injective. Alors pour montrer qu'elle est surjective, c'est sans doute le plus dur. Il faut d'abord montrer que pour tout Y appartenant aux matrices, alors du coup, Y c'est pas terrible comme nom de matrice, donc on va prendre n'importe quelle matrice M appartenant à MNP de R. Et la question c'est, existe-t-il, alors cette question, hein, vous n'êtes pas obligé forcément de l'écrire, mais c'est celle que vous devez vous poser, existe-t-il une application linéaire F qui vérifie phi BC de F égale M. Est-ce que l'application linéaire phi a un antécédent déjà pour toutes les matrices que l'on peut imaginer? Alors, la réponse va être oui, bien sûr, mais comment le montrer? Eh bien, il faut trouver F. Il faut donner cette application F. On va noter déjà on note les coefficients de la matrice M, M, I, J, hein, classiquement, avec I et J, alors I appartenant à 1N, on va peut-être préciser ici, I appartient à 1N, J appartient à 1P. Et du coup, peut-on définir un F qui va fonctionner? Le F, c'est toujours pareil pour la surjectivité, il est compliqué à trouver, mais une fois qu'on l'a trouvé, il suffit de vérifier que ça marche, et donc c'est évident. Ici, F, c'est un élément qui va aller de E dans grand F. Alors on va noter M, B, la base B de E, ça va être des E1 jusqu'à EP. Et la base C de F, ça va être des F1 jusqu'à Fn. Donc pour un élément X de E, on va toujours pouvoir l'écrire la somme des lambda I. Alors lambda I, mais comme c'est X, hop, on va les appeler les sommes des XI de I. Pour I allant de 1 à P. Et alors je crois que c'est mieux d'ailleurs de prendre des J, vous allez voir pourquoi tout de suite. Et à cet élément-là, je vais lui associer l'élément de F qui va être ce gros élément-là, la somme. Il va falloir que j'utilise le fait que j'ai des XJ, EJ. Donc il va falloir utiliser les XJ, il va falloir utiliser mes M, IJ, et puis il va falloir l'exprimer en fonction des F1 jusqu'à FP, donc des FI. Et du coup, il va falloir la somme pour I allant de 1 à N,
et j allant de 1 à p. On peut se demander est-ce que c'est cette première somme, enfin c'est la somme des i devant ou la somme des j, peu importe puisque c'est une somme double indexée sur un rectangle. Donc on peut le mettre dans le sens que l'on souhaite. Le but ici, ça ne va pas être de sortir. Voilà, ça définit bien une application linéaire de E dans F. Alors, on pourrait se poser la question, mais vous voyez qu'on a une somme. Hein, si on faisait x plus y, eh bien, il suffirait d'ajouter les termes. Bon, je vais peut-être le faire ici. Si x égale la somme des xj, ej pour j allant de 1 à p et y égale la somme des yj, ej pour j allant de 1 à p, lambda appartenant à R, alors f de lambda x plus y, c'est la somme pour i allant de 1 à n de la somme pour j allant de 1 à p des lambda xj plus yj, puisque évidemment un x plus lambda x plus y, on va rassembler en fonction des ej. Ça pose pas trop de soucis normalement. Fi. Et je vais pouvoir sortir les sommes. Donc on va avoir la double somme avec un lambda qui va aller devant. Somme de j égale 1 à p des xj, mij, fi, plus la même chose avec les yj. Donc c'est-à-dire on a lambda f de x plus f de y. F est bien un endomorphisme de E dans F. Bon, c'est la première chose à vérifier, évidemment, sinon on est en train d'écrire quelque chose qui n'a pas de sens. Donc F est bien un endomorphisme de E dans F. Maintenant la question, est-ce que phi BC de F, ça donne bien la matrice M, tout simplement. Et bien pour cela, on va tout simplement construire cette matrice de F dans la base B et C. Pour tout i appartenant à 1P, eh bien, f de EI tout simplement. Alors EI, c'est celui où le x, les xj valent quasiment tous 0, sauf pour le im qui vaut 1. Alors on va noter pour tout j. Voilà. F de EJ, ça va être la somme pour i allant de 1 à n. Alors ça marche pas très bien avec mes notations, c'est pas grave. En fait, ce serait la somme pour k allant de 1 à p des xk, mik, fi. Mais en fait, les xk ici, ils valent quasiment tous 0. Avec x1 égale 0, x2 égale 0, xj égale 1, puis xj plus 1 égale 0, etc. En fait, ils valent tous 0, sauf le jm qui vaut 1. Donc, f de j, c'est la somme pour i allant de 1 à n de la somme de... Enfin, il n'y a plus de somme en fait, puisqu'il n'y a qu'un seul terme. Donc, juste le jm terme, xj, qui vaut 1 d'ailleurs. Donc, j'ai plus besoin de le remettre. Xj vaut 1, m, i, j, fi. C'est-à-dire que quand je vais écrire la matrice de f dans la base B à la base C, eh bien, on va mettre ici les f1 jusqu'à fn, et ici les f de E1, voilà, et puis du coup au milieu f de EJ, etc.
Or, le f de j, eh bien, ça va être m1j f1. Donc ici, il va y avoir le coefficient m1j, ensuite m2j, etc., jusqu'à mnj. Le coefficient fe1, ce sera m11 jusqu'à mn1, etc., jusqu'au coefficient p. Et en fait, cette matrice, eh bien, c'est tout simplement la matrice M. Donc cette matrice-là, c'est bien la matrice M. Donc, phi de B et de C de petit f, du f qu'on a construit, est bien égal à M. On a trouvé un endomorphisme qui est égal à la matrice qui vérifie ce qu'on voulait. Donc, phi BC est surjective. Alors, c'est la partie la plus dure à démontrer. Ensuite, on va montrer qu'elle est injective. Pour montrer qu'elle est injective, il faut montrer que son noyau est réduit à 0. Alors attention, 0 ici, c'est 0 de l'endomorphisme nul, puisque le noyau doit être un élément de l'espace de départ. Donc soit un endomorphisme appartenant à Ker au noyau, on doit montrer que cet endomorphisme est forcément l'endomorphisme nul. On sait que phi de BC de F est égal à la matrice nulle. Donc je remets un. Ici c'est l'endomorphisme nul. Ici c'est la matrice nulle. Alors comment montrer que c'est forcément l'endomorphisme nul, hein? Eh bien pareil, on va prendre un élément quelconque de E, soit x appartenant à E. On a écrit la base tout à l'heure, x égale la somme des xi ei et est égale à la somme des xi f de ei. Mais ce que signifie le fait que la matrice ici soit nulle, ça veut dire que pour tout i appartenant, alors attention, c'est pas un n ici, on est en dimension p, donc pour i allant de 1 à p, et bien f de ei, c'est la somme des 0 fois ej. Alors pas ej, pardon, les f j. Pour j allant de 1 à n. Pourquoi? Parce que la matrice qui correspond à f, c'est celle-ci, il n'y a que des zéros partout. Donc, on a ici les f1, fn, et puis ici les f de E1 jusqu'à f de EP. Alors, la matrice, elle permet dans un sens de pouvoir compléter une matrice, cette définition, mais dans l'autre sens, quand vous avez une matrice, eh bien, vous pouvez déterminer que f de E1, c'est 0 fois f1, plus 0 fois f2, plus 0 fois... Et puis là, en fait, comme il y a des zéros partout, eh bien, ça vaut toujours 0. Et comme ça vaut toujours 0, eh bien, f de x, c'est la somme des xi fois f de ei, eh bien, donc f de x vaut toujours 0. Et ça veut dire quoi que f de x vaut 0? Ça veut dire que, vu que ça marche pour tout x, rappelons-le, pour tout x appartenant à E, f de x égale 0, c'est-à-dire que f est l'application nulle, c'est 0 de L de E dans F. Ce qui signifie, on a pris un F quelconque appartenant au noyau, on aperçoit que F c'est forcément 0, donc ker de phi est inclus dans 0, et comme l'inclusion inverse est évidente, on a bien ker phi égale 0. Ce qui est encore égal, enfin ce qui signifie, ce qui est équivalent au fait que phi est injective. Phi est injective et surjective
Donc finalement, elle est bijective. Et donc nous avons démontré ceci. Comme elle est bijective, la dimension de L de EF est forcément égale à la dimension de MNP de R. Sauf que la dimension de MNP de R, eh ben on la connaît, hein, on a une base canonique, hein, c'est N fois P. Or, la dimension de E, c'était P. Et la dimension de N, eh bien c'est F. A noter que ce résultat est également classique, hein, vous devez le connaître, la dimension de l'espace des applications linéaires. Il est rarement utilisé. Il a été utilisé en 2024, par exemple, en 2023, pardon. Mais dans ce cas-là, il rappelait cette égalité. Alors, ils ne la rappelleront pas forcément tout le temps, c'est un résultat de cours. Mais bon, vous voyez que c'est quand même quelque chose qu'on n'utilise pas toujours. On parle d'application linéaire pour l'utiliser, enfin, c'est quand même assez complexe. Voilà, cette preuve, je ne vais pas vous le cacher, elle est difficile, hein, elle est longue, mais elle vous apprend pas mal de choses, notamment sur la gestion des matrices et des endomorphismes. Elle est très abstraite, donc elle fait travailler l'abstraction, la modélisation, c'est plutôt intéressant. Si vous avez des questions sur cette preuve, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.